Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Alors guerre en Ukraine, crise de l'énergie, enjeux climatiques, budget, réforme des retraites, valeurs travail ou encore antisémitisme, la NUPES est à l'unisson sur ces dossiers et sur quelques autres. Peut-on notamment privilégier le droit à la paresse quand le chômage touche plus de 3 millions de Français? Et puis au-delà, dans ce contexte de crise nationale et internationale, comment s'opposer au gouvernement en s'opposant à tout ou en cherchant un consensus sur les réformes économiques, sociales et sociétales à venir? Et on va commencer, si vous le voulez bien, Sandrine Rousseau, par l'Ukraine. La Russie est à nouveau accusée de crimes contre l'humanité après la découverte de 400 tombes et d'une fosse commune à Izium. Comment arrêter Poutine, Sandrine Rousseau? Mais déjà, on aurait dû commencer le rapport de force dès l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a refusé, on a continué à acheter le gaz russe à un moment où on aurait pu mettre vraiment un coin dans l'économie russe. On a choisi délibérément notre confort européen. Alors, je comprends aussi les raisons pour lesquelles on l'a fait, mais on a choisi une forme de confort plutôt que de s'opposer à Poutine. On en paye aujourd'hui les frais et le prix. Et donc, oui, il faut continuer cette guerre Mais en armant encore plus l'Ukraine, en prenant part à cette guerre, comment il faut faire? Ou alors même en essayant de faire tomber Poutine, de faire tomber le régime de Poutine? Mais alors ça, je ne sais pas comment on peut réussir à faire tomber le régime de Poutine, mais sans doute en travaillant aussi l'opinion publique russe qui ne m'a pas l'air aussi unique, il n'y paraît à l'extérieur. Et par ailleurs, oui, la livraison des armes à l'Ukraine, même si moi je m'étais opposée à ce que ça soit la première mesure, parce que je pense qu'il fallait commencer par des mesures économiques extrêmement fortes qu'on a loupées, qu'on a véritablement loupé, et notamment en raison de notre dépendance aux énergies fossiles. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de possibilités. L'Ukraine revendique quand même des victoires assez importantes, et il faudra aussi traduire le régime russe devant les tribunaux internationaux si les armes chimiques ou si les charniers sont... en raison des charniers découverts. Pardon. Alors, Joe Biden, hier, il a lancé une mise en garde à Poutine, lui promettant une réponse conséquente en cas d'utilisation d'armes nucléaires, vous venez d'en parler, ou chimiques, qui, c'est le président américain qui parle, changerait le cours de la guerre d'une façon jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous considérez, j'ai entendu ce que vous venez de dire, que cette mise en garde du président américain est justifiée? Et jusqu'où doit-il aller? Je pense qu'elle est justifiée. Encore une fois, on ne refait pas le passé, mais il y avait quand même quelque chose qui s'est passé en Syrie qu'on a laissé faire aussi, et qui a été une forme de test de la capacité de l'OTAN et des forces occidentales. C'est surtout Obama qui a laissé faire à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Hollande voulait intervenir, Obama dit non. Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que dans les critiques qu'on peut adresser à Obama, la politique étrangère fait partie des critiques principales qu'on peut lui adresser. Et donc là, il y a eu cette espèce de mise en bouche pour Poutine en Syrie qui a vu l'absence de résistance des forces européennes et américaines, et qui du coup se sent les mains libres. Et d'ailleurs, finalement, là, on est arrivé en ordre dispersé, c'est-à-dire qu'on a mis du temps à faire front et à faire bloc contre la Russie. Donc oui, je comprends la position de Biden. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort, évidemment, pour la population ukrainienne qui se joue là-bas, mais aussi de symbolique sur l'avenir des unions européennes et américaines. Et alors, si Poutine utilise, comme on le craint, comme le craint Biden, comme le craignent les dirigeants occidentaux, l'arme nucléaire tactique ou l'arme chimique? Il va falloir montrer notre puissance et notre force face à cela. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement de sujets. En tout cas, par ailleurs, il manie en tous les cas la menace nucléaire de manière extrêmement forte, puisque après Tchernobyl, c'est l'autre centrale qui est aujourd'hui, qui s'éteint, qui se rallume, faisant craindre un accident nucléaire majeur. Et donc, oui, il manie l'arme psychologique autour du nucléaire, en tous les cas déjà de manière très forte. Oui. Alors, et pourtant, et pour en venir en France, le camp pro-Poutine ne faiblit pas, Sandrine Rousseau, à l'extrême droite, mais aussi quelque part au sein aussi à la NUPES et plus précisément à l'EFI, à travers une position à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon, qui un jour accuse l'OTAN, l'autre jour Poutine et le suivant Zelensky. Il y a surtout Ségolène Royal qui a mis en doute certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine, comme ceux de la maternité de Mariupol ou les massacres de Boutcha. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et là, on parle de Ségolène Royal. Elle s'est excusée de ses propos, et je pense qu'elle a bien fait de s'en excuser, parce que mais enfin, elle s'est excusée sans vraiment s'excuser, puisqu'elle a redit pratiquement la même chose. Non, mais que la Russie fasse une guerre aussi d'influence, et on le voit avec Schröder, par exemple, mais on le voit aussi avec François Fillon. Enfin, je rappelle quand même que notre ancien Premier ministre a des intérêts très directs avec le régime. En tout cas, a eu des intérêts très directs avec et puis l'industrie, les oligarques russes. Il a mis beaucoup de temps à en prendre conscience. Je rappelle aussi que le RN a des
des intérêts directs avec la Russie. Et d'ailleurs, il y a eu une déclaration là récemment qui fait froid dans le dos. Mais bon, en fait, le truc, c'est que là, on est dans une guerre d'influence. Évidemment, la Russie a les moyens d'acheter quelques leaders comme ça, ou du moins l'opinion de quelques leaders pour modifier le débat en France. Il faut que l'opinion publique française soit extrêmement ferme sur le fait que ce qui se joue là, c'est l'Europe, c'est la démocratie, c'est nos libertés, c'est notre modèle aussi social, économique. Enfin, c'est beaucoup de choses, et donc on ne doit pas céder face aux pressions russes. Et c'est pour cela que j'avais été un peu secouée, moi, quand au début de l'invasion ukrainienne, quand on se disait qu'on n'allait pas baisser notre chauffage parce que, en fait, il y a quelque chose de valeur assez fondamentale que nous défendons en Ukraine, et donc il nous faut être à la hauteur de cet enjeu. Vous dites, chez vous, même si le chauffage ne dépend pas forcément uniquement de vous, vous dites il faut baisser le chauffage? Oui, alors après, je sais que c'est compliqué pour les personnes qui sont les plus en difficulté. C'est pour ça que j'appelle le gouvernement depuis près d'1 an maintenant à lancer un plan Marshall de rénovation des logements, parce qu'on ne peut pas demander aux personnes de baisser le chauffage s'ils sont dans des passoires thermiques, par exemple, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment lancer un plan Marshall qui n'existe toujours pas d'ailleurs, ce qui est vraiment très inquiétant. On va en parler de toute façon, on va en parler. Mais voilà, et donc oui, il faut protéger la vie des gens, la qualité de vie des gens, mais oui, il faut aussi monter le rapport de force vis-à-vis de Poutine. Alors, Poutine, c'est quoi? C'est un barbare, un criminel de guerre, quelqu'un avec qui il faut négocier, ou un dictateur qu'il faut mettre au banc des nations, comme l'ont fait les Britanniques, en refusant de l'inviter aux obsèques de la reine Elisabeth? Il faut le mettre au banc des nations, il n'y a aucun doute là-dessus. De quelle manière? Il n'y a aucun doute. En n'invitant pas, en refusant les relations diplomatiques. Il y avait toute une phase de la guerre en Ukraine où Macron se mettait en scène en train d'appeler Poutine régulièrement. Enfin, on n'est plus là. C'est un ennemi. Voilà, c'est un ennemi. Ouais. Ah bah oui. On est en guerre contre lui, quelque part. En tous les cas, de manière indirecte, en Ukraine, on se bat contre son régime. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Luc Mélenchon et LFI ont pensé la même chose que vous? Je ne suis pas dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce que disait Jean-Luc Mélenchon au début, c'était le fait qu'il y avait l'OTAN et il y avait l'Europe. Et ça, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même une faiblesse stratégique de l'Europe et une faiblesse de la défense européenne, une faiblesse aussi de la diplomatie européenne, qui est non unie qui a été, en tous les cas, non unie contre Poutine au début du conflit. Ça fait partie des évolutions de l'Europe. Ça, je pense que l'histoire de la défense européenne, la France a joué un rôle important dans le fait qu'il n'y ait pas de défense européenne. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut passer un cap. Un cap, c'est-à-dire une défense européenne? Oui, je pense. Ce serait quoi une défense européenne? Ce serait faire en sorte qu'il y ait une politique de défense commune, qu'il y ait une armée commune. Avec d'achat d'armement commun, le partage des soldats européens, ainsi de suite. Exactement. Alors, une crise en Ukraine en partie à l'origine de la crise de l'énergie, sans précédent depuis 1973. 50 ans après, le contexte géopolitique a changé. Cette crise de l'énergie est-elle surmontable ou insurmontable? Et à quelles conditions? Elle n'est pas surmontable, c'est une crise de l'énergie structurelle, profonde, importante, qui est la réponse à notre ébriété énergétique, c'est-à-dire à notre capacité à dépenser de plus en plus, à avoir besoin de plus en plus d'énergie pour notre modèle de développement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la thèse de la décroissance? C'est la thèse de la sobriété Mais forte, qui passe par la décroissance ou pas? Ça peut passer par la décroissance, c'est pas obligé non plus. En fait, la croissance ou la décroissance, c'est une conséquence de notre modèle. C'est pas le moteur en soi. D'ailleurs, ça fait partie des problèmes que l'on a dans la perception économique de notre système, c'est que la croissance est devenue une fin en soi, alors que ça n'est pas une fin en soi. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est retrouver le sens de la sobriété. C'est absolument indispensable, absolument indispensable. Donc, d'ailleurs, le GIEC le dit, le groupement international. Ce qu'a proposé Elisabeth Borne cette semaine, ça allait dans le bon sens? Mais non, parce que ça n'est pas prendre la mesure du caractère structurel de la situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attendez, avant les mesures, il y a aussi les aides. Est-ce que les aides sont suffisantes? Les aides, on passe de petits chèques en petits chèques. C'est ça la politique d'aide du gouvernement, c'est on donne des petits chèques. Voilà. Mais sauf que... Il faudrait des gros chèques? Il faudrait surtout arrêter avec la politique des chèques et faire en sorte qu'on n'ait pas plus de factures de gaz, ou beaucoup moins de factures de gaz, qu'on ait beaucoup moins besoin de factures d'essence. Et pour cela, il faut se départir du modèle de la voiture individuelle tel qu'on le connaît actuellement. Et je sais, quand je dis ça, qu'il y a des territoires dans lesquels on ne peut pas s'en passer. Mais pour autant, il y a aussi des investissements publics à mettre en place dans ces territoires-là pour faire en sorte que l'on se sorte de ce modèle et qu'on soit le moins possible dépendant de la voiture thermique individuelle. Et il n'y a rien non plus qui est fait en ce sens. Et ça veut dire aussi des problèmes pour l'industrie automobile française?
Ben oui, mais ça fait partie de cette... Ben oui, évidemment, et ça fait partie vraiment de ce que l'on doit avoir comme visibilité sur l'avenir. C'est-à-dire, le gouvernement, on a l'impression qu'il est en permanence au pied du mur, qu'il découvre les problèmes quand on est le nez dedans. Alors que oui, il va falloir faire une transition dans l'industrie automobile, et ça veut dire un accompagnement public des salariés, un accompagnement aussi des entreprises, et faire en sorte que l'on trouve d'autres débouchés à cette industrie, et tout cela n'est pas du tout anticipé. Donc je fais la promesse ici que, enfin, je m'engage à ce qu'il y ait, pardon, je m'exprime mal, mais je vous prédis qu'il y aura dans quelques mois une crise de l'automobile, évidemment. Mais ça veut dire combien d'emplois perdus et comment transformer l'industrie automobile en une autre industrie? Mais est-ce qu'on se pose la question des emplois qu'on pourrait créer dans la culture, dans l'éducation, dans le soin, dans l'entretien de l'environnement, dans le fait qu'on soit dans des mobilités douces? Combien d'emplois dans le train, dans le tramway, dans les mobilités partagées? C'est ça qu'il faut faire. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Oui, l'écologie c'est social, où on fait la balance et où on montre que l'écologie c'est profondément créateur d'emplois, mais c'est destructeur d'autres emplois. Mais la balance nette est positive, à condition qu'on accompagne les salariés d'un secteur à l'autre, et aux Français qui disent on veut une voiture, on veut pouvoir se véhiculer, voyager en voiture, qu'est-ce que vous leur dites? Eh ben, je leur dis qu'aujourd'hui, les comportements individuels ont des conséquences collectives extrêmement graves, extrêmement graves. On peut vouloir un jet privé et pour autant que ça ne soit pas bon pour l'ensemble de la collectivité. Est-ce que voiture et jet privé, c'est pareil? Est-ce qu'il faudra interdire la voiture? Non, il ne faut pas interdire la voiture parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas s'en passer. Par contre, il y a toute une recherche sur, par exemple, le poids des voitures. On n'a pas besoin de se déplacer avec autant de poids. Dès lors que votre voiture est lourde, eh bien, elle consomme. C'est quelque chose de mathématique. Et donc, on doit aussi revoir, par exemple, le poids des voitures et puis développer des modèles de mobilité partagée. Aujourd'hui, l'essentiel des trajets se fait seul dans une voiture qui contient 4 ou 5 places. C'est-à-dire que finalement, donc, il y a un gâchis de places. C'est pas que le covoiturage, c'est le partage des voitures. Enfin, c'est tout un modèle de mobilité qu'il nous faut revoir. Sur les aides, en ce qui concerne les factures de gaz, elles sont de 1 530 € par an contre 2 345 en Belgique, 4 584 en Allemagne, 4 691 aux Pays-Bas en 2022. Idem pour l'électricité. Sans les boucliers tarifaires, les ménages français devraient payer plus 120% de plus sur les factures de gaz et d'électricité en 2023.Elles seront augmentées de 15%. Est-ce que ça va dans le bon sens? Là, on a besoin absolument d'aider les personnes les plus en difficulté. Ouais. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a besoin. Mais on a besoin d'aider les personnes en grande difficulté parce qu'on ne fait rien pour elles par ailleurs et qu'on ne fait rien pour diminuer leur dépendance aux énergies fossiles. Donc ça va dans le bon sens, ouais. Mais ça va dans le bon sens de manière à très court terme, mais on ne peut pas continuer sur ce modèle-là. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment le dire parce que je sais qu'à chaque fois, ça crée la révolution, mais on ne peut pas continuer ce modèle-là. Ça n'est pas possible. Si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi? Mais je ferai en sorte qu'on ne dépende pas ni du gaz ni de l'essence. Vous savez que ça dure des années et des années. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est pas vrai. Là, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on subventionne Total indirectement. On donne de l'argent à Total. Pourquoi on ne développe pas l'artisanat local pour faire en sorte qu'on développe la rénovation des bâtiments et la rénovation thermique? En ruralité, il y a des bâtiments qui sont des passoires thermiques absolument considérables. Pourquoi on n'aide pas les sur la rénovation des bâtiments? 20 000, alors qu'il y a 4,8 millions de logements en passoires thermiques. 4,8 millions, même juste les passoires thermiques ne sont pas aujourd'hui rénovées. On ne peut pas continuer ce système-là. Enfin, vraiment. Ou alors, on peut le continuer à coup de chèques et se faire plaisir comme ça en se disant, ben voilà, on a la conscience tranquille, on a donné des chèques. Simplement, on aggrave la situation. On a vu cet été les dangers du réchauffement climatique. Eh bien, ça n'est que le début. Vous parlez des incendies? Ça n'est que les incendies, la sécheresse. Ça n'est que le début. Donc, est-ce qu'on veut ce modèle-là? Est-ce qu'on veut avoir peur du climat ou est-ce qu'on veut au contraire se donner les moyens de changer de modèle? C'est ça le sujet aujourd'hui. Vous dites, est-ce qu'on peut avoir peur? Quand vous parlez comme ça, vous faites peur à un certain nombre de gens, de Français. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et moi, je leur dis que là, la situation climatique devrait vous faire peur, devrait vous faire extrêmement peur. Ce que dit le GIEC est extrêmement grave. Aujourd'hui, pour donner juste un ordre de grandeur, et je ne citerai pas beaucoup de chiffres parce que je sais qu'à la radio, ça ne passe pas très bien, mais on est à plus 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Plus 1,1 degré aujourd'hui. Le GIEC dit qu'on aura toutes les difficultés à rester en dessous de 1,5. C'est-à-dire qu'on va prendre, quoi qu'il arrive, 0,4 degrés de plus. Ça veut dire que ce que l'on a vécu cet été n'est que le début et que c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre. Est-ce qu'on veut de ce modèle-là?
Est-ce qu'on veut que nos maisons se fissurent sous l'effet de la sécheresse? Est-ce qu'on veut livrer de l'eau potable par camion parce qu'on n'a plus d'accès à l'eau potable? Est-ce qu'on veut que toutes nos cultures, y compris viticoles par exemple, crament sous la sécheresse? Est-ce que c'est ça que l'on veut? En tout cas, c'est pas ce que vous voulez, Non. et vous souhaitez que les Français soient de votre avis, quelque part. Je voudrais surtout qu'il y ait une prise de conscience Prise de collective conscience. du problème, parce que quand il y avait les feux, il y a des incendies en Gironde, Ouais. il y a des statisticiens qui se sont penchés sur la chose et qui ont montré que sur les télévisions publiques, par exemple, dans 86% des reportages, donc dans quasiment tous les reportages sur ces incendies, eh bien, le réchauffement climatique n'était pas cité. Et c'est en cela que c'est coupable. C'est-à-dire qu'il nous faut identifier les causes pour bien agir. Vous parlez de sobriété. Dans le cadre de ce plan entre guillemets sobriété, est-ce qu'il faut interdire les éclairages de Noël et de fin d'année dans les magasins et dans les rues? Là, l'éclairage, ça fait partie de la sobriété et ça fait partie des signaux extérieurs. Ouais, et alors? Eh bien, donc oui, il faut les faire. Les grands magasins, il ne faudra pas décorer les grands magasins, mettre trop de lumière. Aujourd'hui, on a des LED, par exemple, qui consomment Non, extrêmement mais je parle peu des fêtes de fin d'année. Hein. Oui, mais enfin, les fêtes de fin d'année, aujourd'hui, c'est des LED qui consomment beaucoup moins. Ça fait partie de ces évolutions que nous avons fait entre l'ampoule, les ampoules ensuite, comment elles s'appelaient, je ne sais plus, fluorescentes, et maintenant les LED. Et donc, ça fait partie de ces évolutions absolument indispensables. Mais la question, ça va être les éclairages ostentatoires à un moment où plein de foyers seront... par exemple, sur les Champs-Élysées. Je pense qu'il va falloir réfléchir à ça. Et oui, sans doute diminuer la quantité d'éclairage qui est montrée aux gens, puisque eux-mêmes feront des efforts dans leur foyer. Il faut faire des efforts à l'extérieur, bien sûr. 73, on avait commencé à limiter la vitesse sur autoroute, notamment. Est-ce qu'il faut aller au-delà aujourd'hui? Oui, 110 km/h. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Emmanuel Macron se prend pour Pompidou. Des fois, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il se prend pour Pompidou. C'est-à-dire que c'est le choc pétrolier. Alors, on va faire des mesures anti-gaspi, mais sauf que le dérèglement climatique a aujourd'hui pris une ampleur et une mesure qui est sans commune mesure avec celle de 73. C'est les grands travaux, ça veut dire qu'il est sur la lutte anti-gaspi et qu'il ne prend pas en compte l'aspect systémique du dérèglement climatique et des changements à faire. Alors, tous les experts expliquent que pour éviter ces augmentations de prix de l'énergie, il aurait fallu plus de centrales nucléaires. Et pourtant, ce sont les Verts, mais c'est bien ce que vous entendez, hein. Ce sont les Verts qui sont opposés... Non, ce pas tous les experts, c'est pas vrai. Donc je vous pose la question, ce sont les Verts qui sont opposés au développement de l'énergie nucléaire. Est-ce que cette crise de l'énergie n'enlève pas à ELV, votre parti, ce thème de l'arrêt du nucléaire qui a toujours été le vôtre? Pas du tout, au contraire, c'est précisément maintenant qu'il faut se poser la question, puisque je rappelle que la moitié de nos réacteurs sont arrêtés aujourd'hui, donc l'énergie nucléaire comme étant la solution, je m'interroge beaucoup. Avant la fin de l'hiver, ils remarcheront. Oui, très bien, mais enfin, aujourd'hui, il y en a la moitié qui sont arrêtés. La moitié, d'accord? Et par ailleurs, dans les épisodes de sécheresse, les niveaux des rivières baissent, ce qui empêche de refroidir les réacteurs nucléaires. Donc, de toute façon, le nucléaire n'est pas la solution. Et par ailleurs, construire une centrale nucléaire, ça ne se fait pas en 6 mois. C'est beaucoup plus rapide d'isoler un logement. Donc, ça se fait en 15 ans. 15 ans minimum, 20 ans selon la moyenne qui a été observée. Donc, sauf les petits réacteurs qui seront... et 20 ans. Entre 15 et 20 ans. On a besoin de régler la crise climatique et la crise énergétique aujourd'hui. Donc, de toute façon, cela n'est pas une solution. Et la priorité, c'est la sobriété. Et la seconde priorité, ce sont les énergies renouvelables, parce qu'à partir du moment où vous mettez des panneaux photovoltaïques, une éolienne ou la géothermie, c'est immédiatement efficace. Qui ne permettront pas de combler tous les déficits en énergie. Mais au moins, commençons-le. Mais ça a été commencé, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas commencer parce que... Mais ça a été commencé. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. J'étais à Bure avant-hier. Bure, où on va enfoncer dans le sol nos déchets nucléaires qui vont être radioactifs pendant 100 000 ans. 100 000 ans. On les enterre pour ne pas les voir. Parce que c'est ça, le nucléaire. C'est qu'on ne veut pas voir les conséquences du nucléaire. Donc, on les enterre très profond pour ne pas avoir ça. Aujourd'hui, on va creuser plus de tunnels sous Bure que tout le métro parisien pour juste enfoncer et oublier ces déchets nucléaires. Je ne veux pas qu'on les oublie parce que ce sont les générations Sur les futures. énergies renouvelables, les Verts se sont opposés au parc d'éoliennes maritimes. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pas tous. Sur Dunkerque, par exemple, moi j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour des parcs éoliens au large de Dunkerque, puisqu'il y avait une centrale nucléaire qui s'appelle Gravelines d'ailleurs, qui va être offshore, c'est-à-dire qu'elle est
elle est construite sur un polder, c'est-à-dire sur de la terre gagnée sur l'eau. Au moment où l'océan monte, eh bien, cette centrale, par exemple, va être exposée à la montée des eaux et pourrait être une île nucléaire, ce qui n'a jamais été imaginé. Donc moi, par exemple, j'ai voté. Donc c'est pas vrai que les Verts s'opposent. Et par ailleurs, sur les éoliennes, il y a quelque chose à regarder qui sont les couloirs migratoires des oiseaux, puisque ça perturbe, et ça, les recherches scientifiques montrent que cela perturbe en effet les couloirs migratoires. Et pareil pour les poissons. Donc il nous faut vérifier où cela se met. Il n'y a pas d'énergie qui soit sans conséquence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument la sobriété. Par contre, l'éolien fait partie des solutions. Alors, vous disiez jeudi qu'Emmanuel Macron est en train de dévitaliser notre système social avec la relance de son projet de réforme des retraites. François Bayrou, aujourd'hui dans le Parisien, met en garde contre tout passage en force de cette réforme. Je suppose que vous l'approuvez ? Alors là, le pire du pire serait un 49.3 au milieu d'un PLFSS, le truc qui est absolument invisible de la part de tout le monde et qui casse totalement notre système de retraite. Parce que là, ce qui est sur la table aujourd'hui sur le système de retraite, c'est le fait qu'on squeeze, donc qu'on mette à l'écart complètement les partenaires sociaux et qu'on décide, que ce soit le gouvernement qui décide de nos montants de retraite en fonction du tarif qu'il mettra au point de retraite. Alors je sais que c'est un peu technique. Et Bayrou a raison quand mais bien sûr, évidemment, on ne peut pas faire une réforme des retraites par 49.3. Oui, Bayrou a raison quand il passe en force. Bayrou n'a pas raison de s'allier avec Macron sur tout le reste, parce que je pense que s'il ouvrait les yeux, il verrait que la politique de Macron n'est faite que de ça, que de coups de force. Coup de force, mais justement, Bayrou, donc il dit pas de passage en force, mais il est pour une réforme des retraites qui passerait soit par le rallongement de la durée de cotisation ou un report de l'âge légal. Et vous ? Est-ce que vous considérez que cette réforme, elle est inévitable ? Pas du tout. Je pense qu'elle est rendue inévitable par une politique qui consiste à baisser les cotisations de mesure en mesure. Et d'ailleurs, on a encore voté des baisses de cotisations en août dans la loi pouvoir d'achat, ce qui est quand même assez incroyable. Mais donc, on vote progressivement des baisses de cotisations qui mettent le système de retraite sous tension. Et après, on dit qu'il faut une réforme des retraites. Mais en fait, non. Je veux dire, on peut très bien diminuer l'âge de départ en retraite. Diminuer ? Mais bien sûr, il faut qu'on revienne à 60 ans. Il faut que l'on revienne à 60 ans. Et il faut surtout qu'on ait une considération pour les métiers les plus pénibles, parce qu'aujourd'hui, il y a nombre d'emplois qui cassent les corps et qui font qu'on n'est pas capable de travailler au-delà de 60 ans. L'idée de la retraite, c'est de pouvoir profiter d'un temps libre, d'un temps heureux, d'un temps où on est bien après avoir travaillé. Eh bien, le droit, ce que j'ai appelé le droit à la paresse, la retraite est une forme de ce droit-là, est une déclinaison de ce droit-là. Mais quand vous avez dit droit à la paresse, on a compris droit à la paresse tout au long de la vie. Oui, mais c'est un droit à la paresse tout au long de la vie. C'est en lien avec Lafargue, qui était quand même le beau-fils de Karl Marx, je le rappelle dans le débat. Mais droit à la paresse, ça veut dire quoi ? Un droit à la paresse, c'est un droit à ne pas passer sa vie à travailler, à ne pas courir après le travail. C'était un droit à ne pas accepter des emplois qui nous rendent malades, qui sont tellement durs qu'ils mettent nos corps en danger et qu'ils ne nous permettent pas de gagner correctement notre vie. D'ailleurs, ce terme « gagner notre vie », on s'interroge sur ce terme, ça fait partie de ces mots, comme le pouvoir d'achat d'ailleurs, qu'il faudrait réinterroger dans le débat politique. C'est-à-dire quoi ? Il faut changer le terme ou il faut On n'a pas à gagner notre vie, on a à vivre, et à vivre dignement. C'est ça le projet écologiste. Droit à la paresse, pourquoi vous aviez parlé de ça ? Parce que Fabien Roussel a dit qu'il préférait la gauche du travail à la gauche des allocs. Et que la valeur travail est une valeur de droite. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais la valeur travail, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le débat politique pour faire en sorte qu'on stigmatise ceux qui refusent des emplois précaires ou des emplois mal payés ou des emplois qui sont dangereux. Et donc, on dit, c'est la valeur travail, vous devez en quelque sorte accepter cela, quoi qu'il en coûte, parce que c'est la valeur travail. Moi, je dis non. Et d'ailleurs, il y a 500 000 personnes qui sont démissionnaires aujourd'hui de leurs emplois. Et plutôt que de s'interroger sur la qualité des emplois, on va obliger, via une réforme de l'assurance chômage, on va obliger les gens à accepter ces emplois-là. C'est précisément ce qui nous envoie dans le mur. Et d'ailleurs, c'est Arlette Aguier qui disait toujours, au début de ses discours, travailleuse, travailleur. Donc c'était la valeur travail, quelque part ? Non, ça, c'est la valeur du travail. C'est-à-dire donner de la valeur
à la qualité du travail. C'est très différent. Et donner des droits aux salariés pour qu'ils puissent faire valoir ces droits dans le cadre d'une relation qui est inégale entre le chef d'entreprise et entre l'employeur et l'employé. Je rappelle quand même que c'est un contrat de subordination. C'est-à-dire qu'on renonce à certains droits au nom d'un salaire et au nom de la force de travail que l'on va donner. Donc, aujourd'hui, on voit dans les secteurs qui sont les plus tendus, hôtellerie, restauration, etc., que les gens ne veulent plus aller travailler là-bas. Pourquoi ? Parce que ce sont des horaires qui sont des horaires décalés, que ce sont des métiers qui sont extrêmement durs. Eh bien, revalorisons ce travail et surtout, diminuons le temps de travail. Aujourd'hui, diminuer le temps de travail est une des mesures écologiques qui serait le plus efficace. Ça veut dire combien d'heures par semaine ? 32 heures et 4 jours. 32 heures, 4 jours, 60 ans de l'âge de départ à la retraite. Oui. Et alors, le corps dit que dans les 25 prochaines années, le régime de retraite sera déficitaire. Oui, parce qu'on a baissé les cotisations, c'est ce que je vous ai expliqué. Et vous voyez aussi que chez nos voisins européens, les Allemands et les Italiens partent à 67 ans à la retraite, les Hollandais à 66 ans et 4 mois, les Espagnols à 65 ans, les Portugais et les Danois à 66 ans et 6 mois, les Autrichiens à 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes. Pourquoi la France devrait-elle se singulariser en la matière en dépit de l'augmentation de l'espérance de vie ? Parce que la France pourrait se singulariser sur une transformation écologique et sociale d'ampleur, parce que c'est ça l'histoire de la France aussi. C'est nous qui avons créé un système social qui est unique au monde, la sécurité sociale telle que nous la connaissons, l'école gratuite. Tout cela est un système unique au monde que nous sommes en train de casser. Puisque on pourrait parler d'ailleurs de la montée de l'extrême droite et du rôle qu'ont la diminution des services publics dans la montée de l'extrême droite. Et on est en train de casser tout ça, qui est une construction historique de la France. Très souvent, on me dit, vous n'aimez pas la France. Eh ben, j'aime la France, j'aime le système social de la France et j'aime cette histoire sociale si particulière et si unique au monde. Et pourquoi la casser aujourd'hui ? Pour suivre des modèles qui, de toute façon, sont insoutenables. Parmi ces pays, c'est vraiment irresponsable. Parmi ces pays, il y a des pays avec des majorités social-démocrates. Ah bah oui, les mini-jobs en Allemagne ont été faites sous une majorité qui était social-démocrate. Tony Blair a fait des mesures. Et ben c'est exactement cette social-démocratie dont je ne veux plus. Puisque vous parlez de l'extrême droite, quand vous constatez que l'extrême droite alliée à la droite arrive au pouvoir en Suède, qu'il risque de se produire le même phénomène en Italie dans 2 ou 3 semaines, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça change pour l'Europe, éventuellement pour la France ? Eh bien, je dis que le débouché du libéralisme, le débouché de la destruction des services publics, c'est l'extrême droite. C'est ça le débouché de ces politiques-là. Et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron nous envoie directement là-dedans. Et d'extrême droite, Macron, ou pas ? Non, Emmanuel Macron, par ses politiques libérales et d'une forme de radicalité libérale, pour le coup, parce qu'on nous renvoie à nous la radicalité, mais enfin Emmanuel Macron a une forme de radicalité libérale. Cette radicalité libérale nous envoie directement vers l'extrême droite, directement. Et donc en cela, il sera comptable dans l'histoire, oui, si on continue sur cette voie-là. Autre question qui n'a rien à voir, sur la fin de vie, puisque le débat est lancé, quel est votre choix ? Le suicide assisté et l'euthanasie, sans aucun doute. J'ai eu une expérience personnelle extrêmement compliquée autour de la fin de vie et je n'aurai absolument pas la main qui tremble au moment où il faudra voter, parce que le moment d'en finir avec la vie et le moment d'une espèce de liberté absolue, ultime, qu'il faut donner aux personnes à une heure où tous les traitements médicaux nous permettent de vivre le plus longtemps possible. Quand ils ne nous permettent plus de le faire, eh bien on doit dire au revoir sereinement pour ceux qui le souhaitent. Celles qui le souhaitent, évidemment pas pour tout le monde, mais pour celles et ceux qui le souhaiteraient, on doit pouvoir dire au revoir sereinement et choisir les modalités de sa mort plutôt que de souffrir jusqu'à la dernière minute. Et ce sera vraiment une grande réforme. Une réforme sociétale sur laquelle il pourrait y avoir un consensus avec Emmanuel Macron ? En tous les cas, s'il le présente ça, je soutiendrai cette réforme. Mais là, j'ai déjà entendu qu'il revenait un peu en arrière par rapport à ses ambitions initiales. Donc avec Emmanuel Macron, je me méfie toujours. Oui, même là-dessus. On verra. Le texte qui est déposé. Je rappelle quand même que dans le texte pouvoir d'achat, il y avait un terminal méthanier et la réouverture de centrales à charbon dans un texte qui s'appelle pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé ce terme pour passer des mesures écocidaires. Donc, je me méfie de tout. Ça veut dire que cette loi, elle pourrait être utilisée pour faire quoi ? Pardon ? Cette loi ou ce projet sur la fin de vie pourrait être utilisé pour faire quoi par Emmanuel Macron ?
Je ne sais pas, on verra. Alors, autre question. Émeric Caron, député LFI, va déposer le 24 novembre une proposition de loi interdisant les corridas. Est-ce que les députés EELV voteront pour? Oui, en tous les Ouais. cas, moi je voterai pour. Après, je ne peux pas me prononcer au nom des autres députés ELV, mais bien sûr, la corrida, ça fait partie. Je sais que c'est considéré comme une tradition en France, mais ça fait partie évidemment de ces moments de spectacle autour des animaux. On l'a vu dans les delphinariums, dans les cirques, les animaux sauvages traités pour le loisir de personnes qui regardent, qui sont spectatrices de cela, n'est plus accepté et n'est plus acceptable. Et d'ailleurs, ça évolue aujourd'hui dans les cirques et dans les dispositifs type delphinarium. Là, la corrida, c'est vraiment une mise à mort sanglante, cruelle d'un taureau. On ne peut plus accepter ça aujourd'hui. Ça fait partie de ces victoires un peu symboliques qu'il nous faut pour changer notre rapport à la nature. On a entendu ce que vous avez dit sur le barbecue, sur la viande. La viande, c'est une valeur de gauche ou de droite? La viande? Oui. Mais c'est pas L'amour de la viande, le fait d'aimer manger notre côte, c'est de gauche ou de droite? C'est pas une valeur ni de gauche ni de droite. Par contre, c'est une valeur écocidaire aujourd'hui. Écocidaire? Mais vous avez fait le parallèle avec le fait que c'était plutôt masculin. Le virilisme n'est pas de droite. Ah, si c'est ça votre question, il y en a aussi à gauche. Ouais. Mais c'est plutôt les hommes qui aiment la viande et pas les femmes, vous avez dit. Hein? Les hommes en consomment 41% de plus que les femmes, et c'est une construction sociale. Et je rappelle que aujourd'hui, interroger nos constructions sociales, ça va nous permettre d'évoluer et de faire bouger cette société qui en a absolument besoin. Parce qu'en fait, on peut aussi considérer que la montée de l'extrême droite est une forme de peur face à ce qui s'annonce, et c'est une peur très compréhensible parce que nous plongeons dans une forme d'inconnu, et trouver les blocages dans la société pour les faire évoluer vers quelque chose de plus serein sur l'avenir est absolument Et il y a un indispensable. rapport avec le barbecue ou pas là-dessus? Mais oui, parce que Pourquoi on n'arrive pas à diminuer notre consommation de viande? Parce qu'on n'a pas pris conscience des construits sociaux qu'il y a autour de la viande, et notamment du fait que la viande nous a été vendue pendant très longtemps comme étant source de force, source de santé, alors même que les effets sur la santé sont très discutables. Donc ça fait partie de ces constructions sociales, publicitaires même, j'ai envie de dire, que l'on doit interroger. Et qui conduisent vers l'extrême droite? Mais je comprends pas. Non, parce que je vous vous ai faites là. demandé quel est le rapport avec l'extrême droite. C'est pour ça que je vous relance là-dessus. Mais je comprends pas le lien que vous faites avec l'extrême droite. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est le système libéral qui nous envoie dans l'extrême droite, et que là, aujourd'hui, on en a la preuve dans tous les pays qui l'ont testé. Alors, autre question. La Coupe du Monde de football au Qatar, est-ce qu'il faut la boycotter et de quelle manière? Oui, il faut la boycotter parce que le Qatar est quand même une zone de non-droit pour les femmes, pour les droits humains d'une manière générale. C'est une monarchie pétrolière, et donc c'est toujours au nom de notre dépendance au pétrole que nous faisons ça, qu'on va climatiser les stades, qu'il y a eu nombre d'ouvriers morts sur la construction de ces stades, et qu'aujourd'hui, faire du spectacle autour de morts et de personnes qui sont enfermées, qui n'ont pas le droit de parler librement et qui ne sont pas en démocratie, c'est un problème. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que de toute façon, elle il faut aura lieu. boycotter de manière diplomatique, et boycotter aussi en tant que spectateur et spectatrice. Si on arrivait à faire en sorte que les audiences des matchs de foot dans cette Coupe du Monde chutent considérablement, je pense que nous montrerions à la face du monde combien nous ne voulons plus de ce modèle. Ça va être compliqué, mais au niveau politique, par exemple, est-ce que vous demandez à la ministre des Sports, par exemple, de ne pas aller au Qatar pendant la Coupe du Monde? Oui, je pense qu'il faut que la ministre des Sports reste en France, Ouais. bien sûr. Et les autres Mais pays? pour cela, il faut aussi que l'on se passe du pétrole qatari. Ouais, et de l'islamisme du Qatar, peut-être, Oui, quelque tout à part. fait. Et de l'islamisme du Qatar, et qui est extrêmement violent avec les femmes, notamment, mais aussi les personnes LGBTQIA+, qu'on oublie souvent dans ces luttes-là. Et évidemment qu'au nom des droits humains, des droits des femmes, des droits de ces personnes, mais au-delà de ça, du droit de la presse, du droit de l'opposition, de la démocratie, nous devons absolument boycotter toute relation diplomatique. Alors, autre sujet, selon un sondage publié aujourd'hui par le JDD, c'est le travail des professeurs qui préserve la connaissance de la Shoah. Autre enseignement de ce sondage, 73% des jeunes, puisque c'est un sondage qui interrogeait des jeunes, trouvent choquant que certains aient porté une étoile jaune pendant les manifestations contre le pass vaccinal. Est-ce que ça vous rassure? Oui, ça me rassure beaucoup, et évidemment, il était tout à fait scandaleux, je tiens à le redire, de porter une étoile jaune dans ces manifestations. Y compris d'ailleurs à la manifestation contre, entre guillemets, l'islamophobie?
Oui, oui, Voilà. l'étoile jaune doit rester là où elle a été dans l'histoire et elle ne peut pas être instrumentalisée C'est pour ça d'aucune que vous étiez manière. présente à la cérémonie commémorant le Veldiv le 17 juillet dernier. Bien sûr, évidemment. Et par ailleurs, la jeunesse qu'on caricature très souvent, là, donne des gages qu'en fait, elle est bien plus émancipée, bien plus intelligente et bien plus cultivée qu'on ne le pense. Alors au passage, Sandrine Rousseau, vous n'avez pas signé, c'était en juillet dernier, la proposition de résolution présentée par une trentaine de députés issus de la NUPES et initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq, condamnant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre de Palestiniens. Pourquoi n'avez-vous pas signé ce texte ? Alors déjà, le mot apartheid a été utilisé par le rapporteur de l'ONU. Et en référence à cette parole-là que le texte a été écrit. Moi, je ne l'ai pas signé pour une raison assez simple, qui est que je souhaiterais pouvoir continuer à soutenir et m'allier avec la gauche israélienne pour faire en sorte que l'équilibre politique en Israël se modifie et qu'on puisse aller vers d'autres manières de gérer la situation et notamment arrêter cette colonisation forcenée et de la morcellisation du territoire palestinien, trouver une solution à 2 États, tout cela. Et c'est pour ça que je n'ai pas signé cette résolution. Après, voilà, ça ne veut pas dire que je soutiens d'aucune manière la politique d'extension territoriale. Alors, autre question concernant ce texte, il accuse l'État hébreu d'avoir instauré un système d'oppression et de discrimination systématique dans l'intention, et c'est écrit dans ce texte, de maintenir la domination d'un groupe social, sous-entendu juif, sur un autre. Est-ce qu'à travers cette résolution et ce terme groupe social, les députés qui ont signé cette résolution ne font pas le jeu d'un nouvel antisémitisme qui a tué 11 juifs français depuis 2006 ? Groupe racial, pardon, j'ai dit, oui, c'est groupe racial. Alors, l'antisémitisme doit être combattu de toutes les manières possibles. Là, je pense que c'est une politique d'État, en l'occurrence d'Israël. Mais le texte parle de groupe racial. Oui, ça fait partie des paroles aussi du rapporteur de l'ONU, de ce que je me souviens. Je crois qu'il a utilisé ce terme et que c'est au nom de cela qu'il a justifié l'utilisation du terme apartheid. Voilà, encore une fois, moi je pense qu'on doit soutenir absolument les forces progressistes au sein de ce pays, comme au sein de tous les autres pays du monde d'ailleurs, et pas spécifiquement Israël, et qu'on doit faire en sorte que la gauche ouverte, émancipatrice et respectueuse puisse gagner partout. Pour conclure, Sandrine Rousseau, on en vient à ce qu'il convient d'appeler l'affaire Quatennens, c'est-à-dire cette main courante déposée le 7 septembre par son épouse, qui a dénoncé plusieurs épisodes de violence. Adrien Quatennens a reconnu aujourd'hui dimanche qu'il avait giflé son épouse et, visé donc par cette main courante, il a annoncé quitter ses fonctions de coordinateur de mouvement. Comment vous réagissez à cela ? Déjà qu'il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique et voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Les violences conjugales, les violences envers les femmes sont absolument inadmissibles. Et il les a reconnues, donc dont acte, parce que c'est pas si courant que ça, les personnes qui reconnaissent les violences. Dont acte, il l'a fait. Maintenant, il doit se mettre en retrait vraiment de toute parole politique. C'est pas possible. Ça veut dire quoi quand vous dites en retrait de toute parole politique ? Qu'est-ce que ça implique par rapport à sa position de député ? Est-ce que vous avez envie qu'il siège à côté de vous à l'Assemblée ? Non, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'il doit se mettre en retrait du groupe LFI, Voilà, c'est pas possible de représenter les hommes et les femmes et d'avoir une parole au nom des hommes et des femmes quand on s'est rendu coupable de tels actes. Avant cette affaire Quatennens, puisqu'on peut parler d'affaire Quatennens, il y a eu l'affaire Bouafs, l'affaire Coquerel, donc aujourd'hui l'affaire Quatennens. Pour Bouafs, c'était la commission interne de LFI de suivi des violences sexistes et sexuelles qui avait géré ce cas. Est-ce que pour Quatennens, il peut en être... ça peut se passer de la même manière. Oui, évidemment, je pense que la commission interne doit pouvoir se saisir. Après, je ne sais pas quel est le règlement de cette commission interne, je ne suis pas LFI, mais oui, elle doit pouvoir se saisir et prendre une sanction, évidemment. Alors, on vous a reproché, Sandrine Rousseau, de ne pas avoir réagi à cette affaire Quatennens au départ. On vous a reproché de ne pas vous avoir entendu, ni Clémentine Autain, ni Mathilde Panot, ni Jean-Luc Mélenchon, alors que dans le passé, vous avez tous réagi promptement dès qu'un homme était mis en cause pour son comportement à l'égard des femmes. Est-ce qu'on peut parler de retard à l'allumage ? Est-ce que vous acceptez qu'on parle de retard à l'allumage ? Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on interroge les féministes en permanence avec cette espèce d'instrumentalisation politique totale, abjecte, sur est-ce que vous êtes vraiment féministe là ? Est-ce que vous n'êtes pas vraiment féministe ? Alors, je le dis pour tout le monde, je suis absolument féministe tout le temps, quoi qu'il se passe. Voilà. Et alors ? Et donc, ce procès, vous considérez que c'est un procès qu'on vous fait ?
Ah, mais c'est pas un procès, c'est une espèce de violence symbolique dont ils n'ont absolument pas conscience, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais d'une espèce d'acharnement. Et en fait, ce sont les plus anti-féministes qui font ça. Ce sont les plus anti-féministes qui font ça. Donc je vous vois, voilà. C'est-à-dire ? Je vois vos procédés, je n'en suis pas dupe. Et en tous les cas, vous n'ébranlerez en rien mon féminisme et ma manière d'être féministe en politique. Mais le propos, c'est pas d'ébranler votre manière d'être féministe, c'est de vous poser des questions et de constater un certain nombre de choses. Et vous pourrez revoir l'ensemble de mes déclarations sur l'ensemble des cas et vous verrez une cohérence qui ne subit aucune faille. En tout cas, Quatennens, vous considérez qu'il a fait le bon choix de se mettre en retrait. Oui, je pense maintenant qu'il y a aussi une décision du parti politique LFI à prendre et du groupe politique LFI à l'Assemblée nationale. Ça embarrasse, au-delà du groupe LFI, la NUPES, ce type d'affaires ? Comme toute affaire, oui. Après, c'est embarrassant dès lors qu'il n'y a pas de sanctions. Et là, on verra comment LFI réagit, mais je pense qu'ils prendront des sanctions. Alors, il y a eu l'affaire Boivs, l'affaire Coquerel, aujourd'hui l'affaire Quatennens. Est-ce qu'il y a un problème chez LFI en ce qui concerne le respect de la femme ? Je pense qu'il y a des problèmes de respect des femmes dans toutes les organisations politiques et au-delà de la politique, dans le journalisme, dans la société, partout, et qu'on ne doit avoir aucune espèce de tolérance vis-à-vis de ces violences faites aux femmes. Et donc, en conclusion, vous dites qu'est-ce que vous conseillez à vos amis de la NUPES et de LFI en ce qui concerne le respect et le droit des femmes ? De les respecter absolument et tout le temps, et que ça n'est pas un sujet secondaire, ça n'est pas quelque chose qui vient après le 15e point d'un programme, c'est fondamental et c'est pour ça que nous nous battrons en interne, en externe, au sein de l'hémicycle sur les combats des femmes sur le terrain, mais aussi à l'intérieur de nos organisations pour que toujours, partout, les femmes soient respectées. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, puisqu'on vous l'a reproché, d'avoir demandé à Damien Abad d'abord de démissionner et ensuite en expliquant que sa présence à l'intérieur de l'Assemblée pouvait déboucher sur des manifestations contre lui? Damien Abad était ministre, il était nommé, il a eu des accusations très graves contre lui, de viol. Je respecte la parole des femmes pour Damien Abad, comme pour Adrien Quatennens, comme pour tout le monde. Et en l'occurrence, le fait de nommer est une forme de reconnaissance de la part du premier ou de la première ministre vis-à-vis d'une personne, c'est-à-dire qu'on la pense apte à gérer un portefeuille ministériel. Là, en l'occurrence, les accusations étaient si graves qu'il ne pouvait pas représenter la parole des femmes au sein du gouvernement, qu'il était très grave qu'il soit nommé au sein de ce gouvernement. Je me félicite qu'il ne le soit plus. Il a été élu député et donc c'est le suffrage universel. Maintenant, quand il prendra la parole au sein de l'hémicycle, évidemment, j'aurai une manifestation, comme d'ailleurs si Adrien Quatennens le fait. Y compris si Adrien Quatennens le fait. Bien sûr. Et ça serait quoi cette manifestation? Vous verrez. Et sur Quatennens, puisque vous en reparlez, il apparaissait comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, c'est fini? Je pense que c'est compromis en tout cas. C'est compromis. Dernière question pour conclure, Sandrine Rousseau. On constate en cette rentrée 2022 que la NUPES n'est pas vraiment à l'unisson sur un certain nombre de dossiers comme la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, le nucléaire et les enjeux climatiques, la réforme des retraites, la valeur travail ou encore l'antisémitisme. Comment, dans ces conditions, apparaître comme une alternative à Macron? Je ne pense pas que nous soyons différents sur l'antisémitisme. Je pense que tous nous luttons contre l'antisémitisme et de manière extrêmement forte. Et par ailleurs, la force de la NUPES, c'est d'avoir C'est une allusion au fait d'ailleurs que Jérémy Corbyn est venu soutenir deux candidates aux législatives. Oui, mais Jérémy Corbyn a été réintégré par son propre parti. Mais il a été accusé d'antisémitisme. Il a été exclu du parti. D'après ce que j'ai compris, pas lui-même, c'est-à-dire qu'il a été accusé de soutien à des personnes. Et on a vu ses propos, on a vu un certain nombre de déclarations et de gestes. En tous les cas, oui, mais ça ne fait pas quand même de LFI un parti antisémite, je tiens à le dire. Voilà, donc je tiens à préciser ça. Pas du tout. Merci. Et donc, est-ce que vous pourrez... Donc c'est notre complémentarité qui fait notre force et sur le terrain, nous sommes attendus là-dessus. Merci en tout cas, Sandrine Rousseau, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.